suite de la logique dans le cours de philosophie de Monseigneur Henri Grenier. Chapitre 4, l'argumentation dialectique. Numéro 84, la dialectique. Comme nous l'avons dit, la logique matérielle se divise en démonstrative, dialectique et sophistique. La dialectique se définit une méthode qui nous permet d'argumenter sur tout problème en partant des probabilités et d'éviter, au cours de la soutenance, de rien dire qui leur répugne. Petit a une méthode, c'est-à-dire un instrument, car la dialectique est une partie de la logique. Petit b qui nous permet d'argumenter sur tout problème. Dans la dialectique, comme dans la logique démonstrative, il y a la doctrine et l'usage ou l'application. Mais tandis que la logique démonstrative est appliquée par chaque science qui s'en sert pour étudier un objet déterminé, l'application de la dialectique demeure encore dans l'ordre logique et ressortit à la dialectique elle-même. Distinguons donc entre la dialectique pure ou doctrinale et la dialectique appliquée. La dialectique pure ou doctrinale détermine avec certitude le mode d'inférer des conclusions probables dans les matières de n'importe quelle science. Elle est une science véritable qui montre comment construire un syllogisme probable. La dialectique appliquée n'infère que des conclusions probables. Sous cet aspect, la dialectique n'est plus une science au sens strict du mot. Elle n'atteint pas le réel qui fonde la certitude, mais demeure dans l'ordre logique, quoiqu'elle s'efforce d'atteindre le réel à travers l'ordre logique. Et comme l'être logique a autant d'extension que l'être réel, l'être de raison a en effet son fondement dans l'être réel et lui est coextensif, il suit que la dialectique appliquée peut traiter de tout problème tant logique que réel, tant spéculatif que pratique. Petit c, en partant des probabilités. Distinguons d'abord deux sortes de probabilités, la probabilité réelle et la probabilité logique. La probabilité réelle se trouve dans les choses indépendamment de la connaissance, comme par exemple la probabilité d'un événement qui n'est pas entièrement prédéterminé dans ses causes. Cette probabilité peut causer une certitude. Il est en effet certain que tel événement non entièrement prédéterminé dans ses causes est actuellement probable. Cette certitude ne regarde pas ce qui arrivera en fait. La probabilité logique n'a pas son fondement dans les choses. Elle dépend uniquement de l'indétermination de l'intelligence humaine qui passe de la puissance à l'acte. Cette probabilité retient l'intelligence dans l'ordre logique, quoiqu'elle tende indéfiniment à la rapprocher de la réalité, sans jamais la lui faire atteindre. Posons comme exemple la proposition suivante. L'âme est probablement immortelle. Cette proposition demeure dans l'ordre logique, car il est impossible que l'âme ne soit dans la réalité que probablement immortelle. Cette proposition est cependant tournée vers le réel, car elle est plus vraie que ces autres propositions. Il est faux que l'âme soit immortelle, il est douteux que l'âme soit immortelle. La probabilité logique est elle-même soit directe, soit oblique. La probabilité directe n'affecte que la manière dont le prédicat convient au sujet, comme dans la proposition « l'âme est probablement immortelle ». La probabilité oblique affecte même les termes de la proposition. Elle existe lorsqu'on emploie des termes indéterminés et communs comme s'ils étaient déterminés et propres. C'est ce qui arrive dans les lois et les hypothèses scientifiques dont les termes, comme les concepts fondamentaux de matière et d'énergie par exemple, varient constamment à mesure que l'évolution des théories de leurs substitutions successives nous rapproche de la réalité.
La dialectique part des probabilités logiques, D. Et d'éviter au cours même de la soutenance de rien dire qui leur répugne. L'argumentation dialectique est en effet correcte, bien qu'elle parte de conclusions probables et n'aboutisse qu'à une conclusion probable, elle infère légitimement la conclusion des prémices. Numéro 425, la division de l'argumentation dialectique. L'argumentation dialectique se divise en syllogisme et en induction dialectique. Le syllogisme dialectique infère une conclusion de prémisse probable en se servant d'un moyen terme. Le syllogisme dialectique procède donc par connexion de termes. Sa conclusion suit nécessairement des prémices données, bien qu'elle ne soit que probable à cause de la probabilité des prémices. L'induction dialectique est une argumentation qui n'aboutit qu'à la généralisation des singuliers. Comme nous l'avons déjà expliqué, elle ne procède pas par connexion de termes, mais remplace le moyen terme par une énumération de singuliers. Elle n'infère pas nécessairement l'universel des singuliers, mais n'est que suffisante pour introduire à un universel imparfait. Sa conclusion demeure toujours probable. Numéro 86, la proposition dialectique. Une proposition est dite scientifique au sens aristotélicien du mot lorsqu'elle est certaine, c'est-à-dire lorsque l'affirmation qu'elle pose exclut absolument la négation et vice-versa. Elle est dialectique lorsqu'elle n'est que probable, c'est-à-dire lorsque l'affirmation qu'elle pose n'exclut pas absolument la négation et vice-versa. En d'autres termes, à la proposition dialectique, l'intelligence adhère à une partie de l'alternative sans exclure la possibilité de l'autre partie. Lorsque par exemple l'intelligence juge que l'âme est probablement immortelle, elle n'exclut pas sa mortalité. Numéro 87, la définition et le terme dialectique. La définition dialectique. Premièrement, la définition dialectique. Les définitions sont essentielles, descriptives et causales. Les définitions descriptives expliquent une chose par ses accidents propres ou par ses accidents communs. La définition dialectique est celle qui explique une chose par ses accidents communs. Exemple, l'homme est un animal bipède sans plumes. Deuxièmement, le terme dialectique. Toute l'essence du nom consiste à signifier un concept et par le concept la chose. Or, le concept peut atteindre une chose soit dans son essence, soit dans ses accidents propres ou communs. Dans chacun de ces cas, l'essence du nom est conservée et connue. Ainsi, on peut dire que le nom homme désigne soit animal risible, soit animal bipède sans plumes, soit cet objet que l'on indique du doigt, et dans chacun de ces cas, l'essence du nom homme est suffisamment manifestée. Lorsqu'un nom signifie une chose par un accident commun conçu comme un propre, et le nom et la conception sont dialectiques, et le nom et la conception sont dialectiques. Et ceci arrive chaque fois que l'on assigne comme une propriété propre à une chose un accident qui n'est pas manifestement connu comme tel. Ainsi, lorsque nous décrivons l'homme comme un animal bipède sans plumes, nous concevons bipède sans plumes comme un propre de l'homme. Et cependant, nous ne connaissons pas ce propre déterminément, puisque nous ne pouvons montrer qu'il découle nécessairement et exclusivement de la nature raisonnable,
comme nous ne pouvons pas concevoir l'impossibilité d'un animal bipède sans plumes qui ne serait pas un homme. Quand un nom signifie une chose par un accident commun conçu comme un propre, notre conception est dite dialectique parce qu'elle demeure dans l'ordre logique bien qu'elle soit tournée vers le réel. Pour comprendre cette affirmation, rappelons-nous que l'être logique ou l'être de raison est soit une négation, soit une relation. La négation peut être appliquée soit à l'être dans toute son universalité, soit à un inférieur quelconque de l'être. Dans le premier cas, la négation détruit toute réalité. Exemple, non-être détruit tout être. Dans le second cas, la négation pose un terme indéterminé ayant une unité logique qui comporte un mélange d'être et de non-être, mélange que l'on désigne par un nom infini. Ainsi, la négation de homme pose non-homme. Et non-homme peut se dire à la fois de ce qui est et de ce qui n'est pas. L'arbre est non-homme, ainsi que la chimère et l'impossible. Et cette unité d'être et de non-être n'est pas selon la nature, mais uniquement selon la raison. C'est ce qui arrive lorsque le nom commun est employé, comme s'il était un nom spécifique ou un nom propre. Par son indétermination ou sa négation de détermination, ce nom dépasse l'espèce ou le propre. D'autre part, à cause précisément de son indétermination, il peut embrasser dans une unité logique des choses qui ont des natures spécifiquement distinctes. Exemple, le terme intelligence tel qu'il est employé en psychologie expérimentale signifie un sujet caractérisé par des propriétés que l'on conçoit comme des propres. Mais ces propriétés, telles qu'elles sont définies en psychologie expérimentale, ont-elles un rapport nécessaire avec l'intelligence telle que nous l'entendons en philosophie? Plusieurs propriétés considérées autrefois comme propres à l'intelligence humaine ont pu dans la suite être attribuées au sens. Et le terme intelligence de la psychologie expérimentale s'est appliqué et aux hommes et aux brutes. Les propriétés considérées aujourd'hui comme des propres de l'intelligence humaine le sont-elles vraiment? On ne pourra l'affirmer tant que la psychologie expérimentale n'aura pas atteint des propriétés absolument propres de l'intelligence humaine, et cela suivant la méthode qui la distingue de la psychologie philosophique. En attendant, le terme intelligence demeurera toujours dialectique parce qu'indéterminé. Par le terme dialectique, l'intelligence tend vers le réel sans jamais l'atteindre adéquatement. Et en se servant d'un tel terme, elle peut construire au sujet du réel des propositions et des arguments qui ne seront jamais certains, mais qui seront cependant réellement probables. Numéro 88, les instruments de la dialectique. Premièrement, les instruments de la dialectique sont des moyens généraux qui nous procurent en abondance des raisonnements dialectiques. Ils sont au nombre de 4. Petit a, le choix et la position des propositions. Petit b, la distinction des divers sens d'un nom. Petit c, la recherche des différences. Petit c, la recherche des ressemblances. Les 3 derniers instruments sont ordonnés au premier, c'est-à-dire à l'art de choisir les propositions. Deuxièmement, la distinction des divers sens d'un nom. Comme le dialecticien ne connaît pas l'essence ou les propriétés propres des choses, il choisira le nom commun qui lui paraît le plus rapproché de l'essence ou des propriétés propres. Troisièmement, la recherche des différences et des ressemblances.
La connaissance confuse du tout est antérieure à la connaissance distincte. L'analyse du tout consiste à trouver, autant qu'on le peut, la distinction des parties et leurs différences. L'analyse accomplie, l'on cherche les ressemblances des parties en les ramenant les unes aux autres, afin d'arriver à une connaissance distincte du tout. Exemple, soit le phénomène P qui se produit à des intervalles réguliers. Dans la connaissance confuse, l'on considère comme le même phénomène qui apparaît à des intervalles réguliers. L'analyse fait ressortir qu'en fait, nous ne connaissons qu'une série de phénomènes distincts, bien qu'ils soient semblables. Est-ce le même phénomène qui se produit? Dans la synthèse, l'on s'efforce d'établir soit l'unité des parties dans le tout, soit leur identité, et cela soit par une hypothèse, soit par l'expérience. Numéro 89. L'utilité de la dialectique pour la philosophie. Pour ce qui est de l'étude des sciences philosophiques, la possibilité d'apporter au problème des arguments dans les deux sens nous fera découvrir plus facilement la vérité et l'erreur dans chaque cas. Autre avantage encore en ce qui regarde les principes premiers de chaque science. Il est en effet impossible de raisonner sur eux en se fondant sur des principes qui sont propres à la science en question, puisque les principes sont les éléments premiers de tout le reste. C'est seulement au moyen des opinions probables qui concernent chacun d'eux qu'il faut nécessairement les expliquer. Et c'est là l'office propre ou le plus approprié de la dialectique. Car en raison de sa nature investigatrice, elle nous ouvre la route au principe de toutes les recherches, sans avoir elle-même aucun objet déterminé. Numéro 90. La nature dialectique de la science expérimentale et de la mathématique. Premièrement, la science expérimentale, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, est de nature dialectique. Les définitions les plus fondamentales changent au cours de l'évolution de la science. Les hypothèses fondamentales qui permettent d'unifier les lois en un vaste tout cohérent sont provisoires. Toutes les constructions successives de la science expérimentale se rapprochent toujours plus du réel, mais ne l'atteignent jamais adéquatement. Deuxièmement, la mathématique, qui se donne comme sujet non la quantité prédicamentale, mais un être de raison, tel le nombre logique, est une mathématique logique. Mais cette mathématique, qui tend d'une part à rejoindre des principes toujours plus généraux, et d'autre part à rejoindre la quantité proprement dite, est aussi dialectique. Chapitre 5. Le sophisme. Numéro 91. Le sophisme. Le syllogisme, avons-nous déjà dit, est un raisonnement dans lequel certaines prémices étant posées, une conclusion autre que ce qui a été posé découle nécessairement par le moyen des prémices posées. Cette définition regarde la forme du syllogisme, c'est-à-dire l'ordre des conséquences aux prémices. Mais outre la forme qui ne varie pas, il faut dans les syllogismes considérer la matière, c'est-à-dire les trois termes et les propositions d'après lesquelles le syllogisme se distingue en démonstratif, dialectique et sophistique. Le syllogisme démonstratif est celui dont la conclusion est inférée des prémices vraies et certaines. Le syllogisme dialectique est celui qui conclut à partir de prémices probables et qui n'infère qu'une conclusion probable. Le syllogisme sophistique est celui qui conclut à partir de prémices qui paraissent probables mais qui en réalité ne le sont pas.
ou qui paraît conclu à partir de prémices soit réellement probables, soit apparemment probables, et qui cependant ne conclut pas. Le syllogisme sophistique pêche donc soit en raison de sa matière, s'il part de prémices qui paraissent probables et ne le sont pas, soit en raison de sa forme, s'il paraît conclure et ne conclut pas. Le syllogisme sophistique qui pêche en raison de sa matière est un véritable syllogisme qui n'est approprié qu'en apparence à la chose dont il s'agit. Il appartient à la science qui traite de cette chose de le réfuter. Le syllogisme sophistique qui pêche en raison de sa forme est un syllogisme apparent ou un paralogisme. C'est le sophisme dont s'occupe la logique. Le sophisme se définit donc un syllogisme qui paraît conclure à partir de prémices probables, mais qui en réalité ne conclut pas parce qu'il pêche par sa forme. Ce qui permet à un syllogisme qui part de prémices probables de paraître conclu quand il ne conclut pas, c'est précisément l'indétermination des termes, mots ou concepts, qui constituent les propositions probables. Ces termes, en effet, à cause de leur indétermination, peuvent paraître signifier la même chose, quand en réalité ils signifient des choses distinctes. Et ceci ne peut arriver dans le syllogisme démonstratif qui va de l'essence aux propriétés ou des propriétés à l'essence. Ajoutons que le sophisme est l'argument de celui qui n'est pas sage, mais qui veut paraître sage. Son auteur s'en sert donc intentionnellement pour tromper, pour réfuter ou pour pousser au paradoxe, etc. Numéro 92, la sophistique. La sophistique est cette partie de la logique qui a pour objet le syllogisme apparent ou le sophisme. La sophistique, tout comme la dialectique, se divise en sophistique pure ou doctrinale et en sophistique appliquée. La sophistique pure ou doctrinale montre comment faire un sophisme et comment le réfuter. Elle est une science véritable. La sophistique appliquée paraît conclure à partir de prémices probables et ne conclut pas. Elle peut, comme la dialectique appliquée, argumenter sur tout problème et n'est pas une science véritable. Numéro 93, division des sophismes. Les sophismes se ramènent à deux classes. Les sophismes qui tiennent au discours et les sophismes indépendants des mots. Les sophismes en dépendance du discours sont au nombre de 6. L'homonymie, l'amphibologie, le sophisme du sens composé et celui du sens divisé. Le sophisme de l'accent, le sophisme de la figure. Petit a, l'homonymie ou l'équivoque est l'erreur provenant d'un mot équivoque. Exemple, le chien aboie. Or, le chien est une constellation, donc une constellation à bois. Petit b, l'amphibologie a lieu quand on donne à un seul sens à une proposition qui peut avoir plusieurs sens. Exemple, les choses qui doivent être sont des biens. Or, les mots doivent être, donc les mots sont des biens. Ce qui doit être a un double sens. Il peut signifier ce qui est inévitable, comme les mots, ou encore ce qui est dû à titre de perfection, comme le bien. Petit c, le sophisme de composition ou du sens composé consiste à entendre dans un sens simultané ce qui n'est vrai que dans un sens successif ou pris séparément. Ainsi, exemple, les aveugles voient, dit notre Seigneur. Or, Paul est aveugle, donc Paul voit. Le mot aveugle signifie un sujet et une privation.
Un sujet capable de voir est la privation de la vue. La proposition les aveugles voient est vraie si elle s'entend du sujet sans la privation actuelle, c'est-à-dire du sujet qui a été aveugle, non pas du sujet avec la privation actuelle de la vue. Petit d, le sophisme de division ou du sens divisé consiste à prendre pour vrai séparément des termes qui ne le sont que s'ils sont réunis. Exemple, un homme en santé ne peut être malade. Or, Paul est un homme en santé. Or, Paul est un homme en santé, donc Paul ne peut être malade. La proposition un homme en santé ne peut être malade est vraie si elle s'entend au sens composé. Un homme qui est sain n'est pas malade quand il est sain. Elle est fausse si elle s'entend au sens divisé. Le sujet qui est en santé peut devenir malade. Petit e, le sophisme d'accent. Sophisme possible surtout en latin et en grec. Dans le sophisme d'accent a lieu quand un mot prend divers sens selon l'accent dont il est affecté. Exemple, otidite et otidite. Le pores et le pores. Petit f, le sophisme de figure a lieu lorsqu'on emploie des mots semblables ayant divers sens, comme s'ils n'avaient qu'un seul et même sens. Exemple, tu as mangé ce que tu as acheté. Or, tu as acheté des viandes crues, donc tu as mangé des viandes crues. Ce que dans ce raisonnement ne désigne pas la qualité de la chose achetée, mais uniquement la chose elle-même. Grand 2. Les sophismes indépendants du discours sont les sophismes de l'accident, du passage du relatif à l'absolu, de l'ignorance, de la réfutation, de la fausse conséquence, de la pétition de principe, de la fausse cause, de l'interrogation. Le sophisme de l'accident a lieu quand on croit qu'un attribut quelconque appartient de la même façon à son sujet et à son accident. Exemple, Socrate est blanc. Or, le blanc est une couleur dissociante de la vue. Donc, Socrate est une couleur dissociante de la vue. Le passage du relatif à l'absolu a lieu quand une expression employée particulièrement est prise comme employée absolument. Exemple, si le non-être est objet d'opinion, le non-être est. Le non-être peut être objet d'opinion sans être absolument. Petit c, l'ignorance de la réfutation a lieu parce qu'on n'a pas défini ce qu'est la preuve ou la réfutation, ou parce qu'on a laissé échapper quelque chose dans leur définition. Exemple, une chose peut être à la fois double et non double, parce que 2 est le double de 1 et n'est pas le double de 3. Petit d, la fausse conséquence suppose la relation de la conséquence réciprocable. Exemple, si A est, B nécessairement est. Donc si B est, A nécessairement est. S'il a plu, le sol devient humide. Si le sol est humide, c'est donc qu'il a plu. La pétition de principe. On prend pour principe de l'argument cela même qui doit être prouvé. Exemple, la pensée est un produit du cerveau. Donc la pensée est un attribut de la matière inorganique. Petit f, la fausse cause. Ce sophisme a lieu quand on considère comme cause ce qui n'est qu'un antécédent, et comme cause totale ce qui n'est qu'une cause partielle. Exemple, Pierre voit avec ses lunettes. Or, un aveugle a des lunettes, donc un aveugle voit. Pierre voit avec sa vue et ses lunettes ne font que l'aider à mieux voir.
Petit g, le sophisme de l'interrogation consiste à poser plusieurs interrogations comme si elle n'en formait qu'une. Exemple, la terre est-elle la mer ou le ciel? Pierre et Paul est-il un homme? Oui. Donc, si je frappe Pierre et Paul, je frappe un homme.